Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que c'est la première vidéo de la formation consacrée aux Geometry Nodes. Enfin, on me la demande depuis énormément de temps. J'avais jamais eu le temps vraiment de me pencher sur cette nouvelle fonctionnalité qui au final n'est plus si nouvelle que ça, parce que ça fait quelques versions déjà qu'elle est présente dans le logiciel. Ça permet quoi, grosso modo, pour faire très simple, de générer vos propres modifiers en exposant des attributs à l'utilisateur. Alors qu'est-ce qu'une exposition d'attributs? Tout ça, on va le voir aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui va être très basique pour cette première vidéo, avec les prémices en fait du Geometry Node. Qu'est-ce que vous devez connaître pour continuer la formation avec un petit peu plus de simplicité? Qu'est-ce que je trouve intéressant de vous présenter en termes de fonctionnalités clés? Et ensuite, comment on va s'organiser? On va voir, je pense, à chaque vidéo des petites fonctionnalités, des petites nodes qui sont assez intéressantes pour effectuer des traitements. Et on fera des sortes de travaux pratiques où on mettra en application tout ça pour créer des petits outils vous pourrez réutiliser soit dans vos projets, dans vos workflows, partager à des gens, faire évoluer, etc. etc. On ne fera pas des choses poussées à 100% dans le sens où on ne va pas passer 15 heures sur un système nodal, mais on fera plein de trucs qui, mis bout à bout, vous permettront d'assembler vos propres structures de géométrie node. Donc, exemple typique pour ceux qui connaissent pas du tout. Avec tout ceci, c'est quelque chose que j'ai fait en live sur Twitch il y a pas longtemps, il y a 2 semaines je crois. Ça peut paraître complexe, c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est complexe justement. C'est pas compliqué parce que c'est pas insurmontable, hein, mais c'est complexe dans le sens où il y a plein de petites choses que vous devez connaître. Il y a beaucoup de calculs mathématiques, donc ceux qui sont allergiques aux maths, vous allez voir que ça peut potentiellement bloquer par moment, mais c'est pas très compliqué. Ceux qui ont déjà fait de la programmation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez récurrentes et qu'on peut apparenter à de la programmation. Ceux qui ont déjà fait du Houdini, vous n'allez pas être perdus parce que c'est plus ou moins assumé. C'est un système qui ressemble fortement au système nodal de Houdini et qui permet de faire énormément de choses également. Donc voilà, par exemple, le système que je viens de vous montrer, ça permet en temps réel de générer, en traçant une courbe à la main, hop là, une muraille. Donc ça peut paraître tout bête, hein. Il y a un shader procédural qui est appliqué également en temps réel. Donc là, je peux retracer par-dessus si j'ai envie de voir ce que ça donne. Et, très important, quand je parlais d'exposition d'attributs, je parlais de ceci. C'est quelque chose qui vous permet de changer en temps réel. Vous voyez, par exemple, mes créneaux là sont un petit peu hauts, donc je peux le baisser en temps réel et vous voyez que ça s'ajuste. Donc, c'est un shader procédural, donc normalement, voilà, il est compatible à la fois avec Eevee et Cycles. Je peux changer la hauteur de mon mur. En temps réel, tout va s'ajuster. La largeur de celui-ci. Je peux changer le nombre de créneaux. Voilà, tout ceci, c'est du temps réel. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que ça va permettre à l'utilisateur de définir, après la génération, de définir plein de paramétrages que vous trouvez juste ici et qui vont vous permettre, du coup, de changer plein de settings. OK? Pour avoir une muraille personnalisée. Donc ça, il faut faire un système nodal qui fonctionne bien, qui calcule bien tous les paramétrages en temps réel, quelle influence ça va avoir sur votre structure. Si j'augmente la hauteur de mon mur, il ne faut pas que je dépasse la hauteur totale de mes tours, par exemple. Donc c'est plein de choses qu'on peut verrouiller, qu'on peut calculer, qu'on peut modifier pour que l'utilisateur ne fasse pas n'importe quoi non plus. Donc, quand je dis utilisateur, ça peut être vous-même ou un utilisateur lambda si vous décidez de donner votre système nodal à quelqu'un pour qu'il l'utilise sur ses projets. Donc on va voir aujourd'hui les bases. Donc comme d'habitude, raccourci clavier en bas à droite. S'il y a des petites choses qui changent des vidéos habituelles, c'est normal. C'est parce que j'ai formaté mon PC. Vous en fichez, mais je vous raconte un petit peu ma vie. J'ai formaté mon PC hier, j'ai tout mis à zéro. J'ai essayé de tout réinstaller comme c'était avant. Bref, normalement, tous les settings d'enregistrement, d'éclairage et tout sont revenus à la normale. Ça m'a pris 3 jours. Alors, en bas, je vais vous afficher le système nodal. Donc, il vous suffit de cliquer ici. Hop là. Alors, je vais dupliquer, je vais diviser en deux cette fenêtre. Comme ça, ma tête ne va pas cacher le Geometry Node. Je vais cliquer en haut à gauche de la petite fenêtre et je vais passer en Geometry Nodes Editor. Et là, pour le moment, par défaut, il n'y a rien du tout parce qu'on n'a pas de Geometry Node assigné au cube à proprement parler, ce qui est tout à fait normal. Je vais faire exprès à droite de cliquer sur le modifier. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le Geometry Node, il permettait simplement, très simple, hein, de générer un modifier personnalisé qui n'existe pas par défaut dans Blender. Vous pourrez vous amuser, si vous voulez, à recréer avec le Geometry Node le modifier Array, par exemple, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire plein de choses. Si vous allez sur Add Modifier, on voit ici Geometry Node. Ça marcherait. Moi, je vais faire exprès de faire le process inverse pour vous montrer qu'il y a une dynamique entre le système de Geometry Node et entre le système de modifier présent juste à droite. Donc là, si je fais New, tac, il m'a créé un Geometry Node. Comment je sais? Il s'est passé deux choses à l'écran. Déjà, il m'a créé un nouveau système nodal juste ici, avec le groupe input et le groupe output. Et il m'a également créé, juste là,
un modifier, Geometry Node. C'est magnifique. Donc les deux sont liés et sont dynamiques. C'est-à-dire que si je renomme mon Geometry Node, si je l'appelle test tuto, vous allez voir que si j'appuie sur entrée, hop là, il me change même mon nom de Geometry Node. Il ne me change pas le nom ici, ça c'est le nom du modifier en soi, hein, en brut sur l'objet. Là c'est le nom du Geometry Node. Très important de faire la différence. Et maintenant, on va travailler tranquillement. Alors, quand on parle de Geometry Node, la plupart du temps, on va également vous parler de spreadsheet. Qu'est-ce qu'un spreadsheet? C'est quelque chose que je vais afficher en haut à droite la plupart du temps quand on travaille en Geometry Node. Je vais peut-être même... non, je n'ai pas besoin de toutes ces fenêtres. Je vais faire ceci. Je vais passer en Geometry Node. Et je vais passer en spreadsheet juste ici qui se trouve, je vais le trouver ici. Tac! Et là, pareil. Les utilisateurs d'Houdini ne seront pas dépaysés. Pourquoi? Parce que ça ressemble étrangement à ce qu'on a dans Houdini, avec des informations d'attributs par rapport à mon objet et par rapport à différents sous-catégories. Je m'explique. Par exemple, là, j'ai mon mesh qui est sélectionné. J'ai des informations concernant le mesh. J'ai son nombre de vertex, 8, son nombre de edge, 12, son nombre de faces, etc. etc. Et à chaque fois, j'ai des paramètres associés à ceci. Donc là, par exemple, je sais que sur mon point, mes 8 vertex, j'ai ces coordonnées-là, ces positions en x, y, z. Donc j'ai un point qui est en 1, 1, 1, j'ai un point qui est en 1, 1, moins 1, etc. etc. Tout ceci, c'est dynamique. C'est-à-dire que si je vais dans face, là, vous voyez que j'ai une option supplémentaire en plus de la position. J'ai son type de shading. C'est-à-dire que si je passe en mode édition, je sélectionne ma première face en termes d'index, donc celle du dessus. À gauche, c'est un index généré par Blender. Si je fais un clic droit, Shade Smooth, vous allez voir que, hop là, il va cocher le Shade Smooth ici. Donc là, je vous montre ça pour bien vous démontrer qu'on a une dynamique entre le spreadsheet, entre l'objet. Que ce soit avec l'edit mode ou que ce soit avec le geometry node. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que ça va vous permettre d'afficher des attributs personnalisés. Par exemple, imaginons qu'on fasse des calculs mathématiques pour calculer, je sais pas moi, le rayon d'un cercle à partir de la distance d'un autre et tout. Mais en temps réel, je vais pouvoir afficher sa valeur ici plutôt que l'afficher physiquement dans ma scène 3D. Donc c'est une sorte de debug qu'on peut avoir avec des paramétrages. Tout ceci, je vous ai dit que c'était dynamique. C'est-à-dire que si j'insère une face, vous voyez que ça m'a rajouté des faces. Si je fais une extrusion, ça m'a rajouté des faces également. Si je repasse à mon objet, que je fais clic droit, Shade Auto Smooth, vous voyez qu'on a tout un Shade Smooth qui apparaît. Donc, ça rame un petit peu là le zoom et le dézoom. Je pense que c'est lié à la nouvelle version de Blender. Petit souci ici, de leur côté, c'est pas très grave. Normalement, ça ne se verra pas sur la vidéo. Je vais juste ici mettre le Properties et je vais retourner, hop là, dans Modifier. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que là, je vais vous montrer comment ça fonctionne plus concrètement. Donc, le Geometry Node, c'est quoi? C'est un système nodal, donc qui peut se rapprocher de ce qu'on a dans le Shader Editor. Le système nodal, c'est quoi? C'est un node, donc un nœud, qui va avoir un traitement. Il va avoir une ou plusieurs entrées, une ou plusieurs sorties. Donc, le process de base, c'est j'ai une entrée, je fais un traitement, j'ai une sortie différente de l'entrée. Sinon, le traitement ne sert à rien. Ce traitement, ça peut être quoi? Ça peut être un calcul, ça peut être une modification, ça peut être une transmission d'informations, ça peut être plein de choses. Exemple très simple, si je fais un Shift A, Material, set Material par exemple, là vous allez voir qu'il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, c'est que si je fais un matériau, donc le matériau 01, très bien il est de base, je le mets en vert, vous voyez que par défaut j'ai même un objet qui passe au vert. Si je prends mon set Material et que je le mets au milieu, paf, on perd mon information de base. Pourquoi? Parce que c'est toujours le Geometry Node qui fait foi, qui vient écraser les informations qui étaient présentes par défaut sur mon objet. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est normal. Ça va permettre de créer des systèmes nodal qui fonctionnent déjà, parce que si c'est altéré par des propriétés qu'on a déjà définies sur nos objets, ça ne sert à rien. Et ça va permettre de faire ces modifications dynamiquement. Là, je pourrais très bien changer le matériau en fonction de la distance à un objet, en fonction d'un choix de l'utilisateur, donc avoir 4 matériaux différents. Et lui, dans le système de modifier, il pourra choisir 1, 2, 3, 4, 5 et ça va changer le matériel. Donc j'ai plein de choses comme ça que je peux définir en temps réel grâce au Geometry Node. Et là, si je sélectionne ici mon matériel, vous allez voir que ça va bien le restituer. Donc là, exemple très simple d'un système nodal avec une entrée, c'est ma géométrie, un traitement, c'est mon matériel. Donc là, je dis à Blender, tu as ma géométrie en entier qui est ce cube, tu as le traitement qui est le changement de matériau, et en sortie, j'ai donc quoi? J'ai la nouvelle géométrie avec son nouveau matériau. Ok? Je pourrais même l'enlever comme ceci. CTRL X, tac, permet de delete with reconnect. Vous l'avez juste ici. Donc ça permet de supprimer la node, mais de garder le lien. Donc je vais supprimer ça pour avoir le shader de base et je peux me remettre ici.
Donc là, je vous ai parlé d'entrée-sortie d'un nœud, mais également l'entrée-sortie directement du système de géométrie node. Là, vous voyez que j'ai un groupe input et un groupe output. Donc les inputs sont les entrées, les outputs sont les sorties. Si je vais ici dans groupe, à droite de mon géométrie node, vous voyez que j'ai les inputs et les outputs. Donc si je retourne dans mon système, hop là, de modifier, si je vois tout ceci, je peux créer des inputs qui vont être ici, je peux créer des outputs qui vont être juste en dessous. Donc des entrées-sorties. Mes inputs sont très importants parce que c'est ça qui va me permettre de définir des paramétrages définissables par l'utilisateur. Donc c'est ça quand je dis exposer un attribut, c'est le rendre éditable par l'utilisateur. Et ça va être très intéressant parce que ça va rajouter du dynamisme, la dynamique dans vos modifiers. Donc là, j'ai mon input de base que je pourrais renommer, ça le renommerait ici. Si je fais test, hop là, vous voyez qu'il change juste là. Et on a différentes informations. J'ai par exemple, donc je vais pouvoir mettre, je vais vous donner après un exemple d'extrusion, donc je vais mettre extrude, extrude level, ça va rien dire, extrude offset, extrude value, on va mettre extrude value. Tac. On a différentes informations. Pour avoir un tooltip au survol, on pourra avoir plein de choses. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ces trois choses. On a le default, alors pas le add value, ça on va pas y toucher pour le moment. On a le default, ça va être la valeur par défaut quand on va utiliser le géométrie node. On a le minimum de la valeur et le maximum. Si je mets -1 à 5, là, automatiquement, Blender va me bloquer de -1 à 5. Je peux essayer de faire mon petit malin et de mettre 7 pour dire en principe ça override. Non, on ne peut pas surpasser cette valeur-là. Là, vous voyez, au passage, on a toujours petites informations qui permettent de reset la valeur ou de communiquer directement. Donc, switch between a single value to define the data for real. Bon, bref, ça va permettre de communiquer ensuite, de faire des choses un petit peu plus dynamiques. Je m'avance peut-être un petit peu trop si je vous parle de ça maintenant. On verra par la suite. Donc, une fois que... Donc, s'il y a encore des zones de flou, vous allez voir que je ne les explique pas aujourd'hui parce que c'est quand même plus simple avec des exemples concrets plutôt que toucher un petit peu à tout et dire ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Je préfère vous le montrer sur des vrais exemples. Donc là, vous voyez, on peut brider déjà les informations. Autre information tant que j'y pense. Ces informations vont être bridées, mais on a un petit souci. Si je rajoute un autre objet, par exemple juste là, j'ai perdu toutes les informations que j'avais avant. C'est normal parce que là, je suis sur un nouvel objet, un nouveau cube, et lui ne possède pas le géométrie node. Je pourrais le rajouter, mais imaginons que je vais y rajouter une interaction sans enlever l'affichage de ce géométrie node, je peux le faire en cliquant sur mon cube de base et en appuyant sur la petite punaise ici, pin, et du coup si je sélectionne un autre objet, j'ai toujours mon géométrie node. Alors ça peut paraître totalement anodin, mais ça va être très intéressant, ça va vous éviter à chaque fois des allers-retours en perdant les infos et dire ah oui, là j'ai désélectionné mon objet, ça m'a fait sauter mon géométrie node, c'est assez compliqué, donc on essaie la plupart du temps de piner, donc de fixer le système de géométrie node à l'objet sur lequel on travaille. Comme ça, je peux sélectionner les autres et ça ne va pas impacter les modifications. Pareil ici, en haut à droite, hop là. Ça va me permettre de fixer mon spreadsheet et de sélectionner d'autres objets. Donc ça, je voulais vous montrer tant que j'y pense. On y reviendra, pareil, sur les autres vidéos. C'est quand même très intéressant. Et surtout très important. Donc maintenant, imaginons que je rajoute un système d'extrusion, un extrude mesh. Je vais le cliquer, hop là, ici. Et automatiquement, il va relier mon mesh à mon mesh à ma géométrie. Donc ça, c'est comme le système de shader, on a un code couleur. En fonction, c'est une valeur numérique, si c'est un mesh, une géométrie, si c'est un boolean, c'est plein de choses. Donc tout ça, au passage, là vous voyez que j'ai créé un extrude mesh que je vais pouvoir relier à mon offset scale. Ça tombe bien, c'est le même type de valeur. Et là, en temps réel, vous allez voir que je pourrais changer dans mon système de modifier. Et là, vous allez comprendre un petit peu tout le procédé qu'il y a derrière avec l'exposition d'attributs. Là, j'ai relié mon extrude value à mon offset scale. Je peux en temps réel ici changer ma valeur d'extrusion. Alors, à quoi ça sert? Parce que j'aurais très bien pu aller là et changer en temps réel la valeur. C'est exactement la même chose. Ah ben, ça sert que si vous avez un système nodal comme je vous ai montré au début avec 500 nodes, pour trouver à chaque fois la valeur à changer, pour changer tel paramétrage, c'est assez compliqué. Donc là, en gros, cette fonctionnalité-là, ça permet quoi? Ça permet de cibler les attributs que vous voulez changer en temps réel. Donc là, également, une autre chose à bien connaître, c'est le typage. Si je passe par exemple en integer, automatiquement, là, on va avoir des entiers. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont assez intéressantes, qui sont héritées de la programmation. C'est pour ça que je vous disais que ceux qui ont déjà fait de la programmation,
Ça va être intéressant. Ça, ce sont les types de valeurs. Donc, très souvent, pour tout ce qui est numérique, on va utiliser soit du integer, qui est un entier. Donc un entier -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. On a le float, qui est à virgule flottante, c'est-à-dire avec une décimale. 1,446, c'est un flottant. Donc si je mets ça, hop là, vous voyez que maintenant, je peux vraiment avoir une valeur après la virgule. On a par exemple des types de géométrie, des types de vecteurs, des matériels, des booléans. Booléan, c'est quoi? C'est vrai ou faux, true ou false. On a le string qui est une chaîne de caractères. Donc tout ceci, c'est quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure qui est important de connaître parce que ça va, vous allez voir qu'il va y avoir des incompatibilités, c'est-à-dire que si je lui indique que là, c'est une chaîne de caractères, ben, lui, il peut rien en faire, il ne peut pas convertir une chaîne de caractères en entier. Donc il y a des conversions de valeurs, il y a plein de choses comme ça qui existent, notamment entre le float et le integer. Je peux faire un arrondi, donc 1,4, je peux lui dire tu me l'arrondis, du coup ça va me retourner 1 en entier, une chose comme ça. Et voilà, donc tout ceci c'est assez intéressant, il faut bien savoir qu'il y a des systèmes de compatibilité entre les types de valeurs, mais une fois que vous avez compris ça, voilà, c'est que des connaissances entre guillemets de nodes à avoir, c'est-à-dire qu'est-ce que fait tel node. Donc là, si je vais dans mesh, vous voyez, je peux faire par exemple un mesh boolean. Tac, je pourrais rajouter un autre mesh en entier, donc un mesh primitive, une UV-sphere par exemple, et lui dire que je veux une différence entre cet objet-là et ma sphère 3D. Automatiquement, il me fera une différence. Je pourrais faire une union. Je pourrais faire, hop là, l'union entre les deux objets. Et là, à l'intérieur, normalement, il doit y avoir voilà, mon autre objet. Je pourrais faire plein de choses. Là, par exemple, je vais augmenter un petit peu le rayon. Vous voyez que j'ai bien une interprétation de Boolean. Alors, comme d'habitude, Boolean, c'est le même algo que le modifier, donc on peut avoir potentiellement des petits soucis. Donc voilà, toutes ces choses, on peut les avoir en temps réel. Vous voyez que le shading également, il n'a pas l'air de fonctionner très bien dans ma vue 3D. C'est le même système que les matériaux tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux lui dire un Sage Shade Smooth, et là, hop, automatiquement, il va mettre du Shade Smooth partout, mais mon clic droit dans la vue 3D ne va pas vraiment fonctionner parce que Blender, il va overrider cette information avec ce qui est présent dans la géométrie node. Donc voilà, j'ai plein de paramétrages là. Et là, également, je pourrais très bien, alors tout à l'heure, j'ai fait un process un petit peu plus laborieux, donc j'ai créé mon input avant de le relier. Mais si je relie en temps réel mon input à mon rayon de ma sphère, par exemple, automatiquement, vous voyez qu'il va venir me créer l'information ici. Et là, en temps réel, je vais pouvoir changer à la fois mon rayon ici et ma valeur d'extrusion pour avoir l'objet comme je le souhaite. Donc voilà, ça c'est la notion d'exposition d'attributs, c'est vraiment très basique et c'est très important. Et également, je vous ai montré là au passage qu'on n'est pas obligé d'utiliser la géométrie de base de mon géométrie node, à savoir le cube qu'il y avait par défaut, mais je peux très bien créer des primitives dès le début pour créer mon géométrie node. Donc entre guillemets, mon objet de base n'a aucune importance si je le souhaite. Donc ça, on le verra plus en détail dans les vidéos qui vont suivre. Mais voilà, c'était, je pense, les toutes bases du géométrie node. Plein de petites informations à droite à gauche. Si c'est un petit peu flou pour vous, pour le moment, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est parce que c'est un système qui est un petit peu particulier, qui ne se rapproche pas du tout à ce qui est présent déjà dans mon Blender de base. Comme j'ai dit, ceux qui ont déjà fait de la programmation, du Houdini ou autre, vous n'allez pas être perdu parce que c'est des choses qu'on retrouve à droite à gauche et qui vont nous faire penser à d'autres trucs. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. On va voir ça pas à pas, vous inquiétez pas. Moi-même, je suis encore en train d'apprendre pas mal de choses sur le géométrie node, hein, donc la possibilité que si vous avez des questions, des trucs un petit peu avancés, je puisse pas y répondre pour le moment. Donc j'en fais quasiment tous les jours quand même pour essayer de bien imprégner les fonctionnalités de géométrie node. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la géométrie node. Ciao! On va continuer la formation, elle est loin d'être finie. Allez, à plus.